Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons pour notre émission Votre question, ma réponse, avec aujourd'hui la question de Marie qui porte sur l'accompagnement des enfants. Alors comment accompagner au mieux les enfants? Alors Marie pose cette question à la fois en tant que mère de deux enfants et aussi en tant que enseignant, s'agissant d'enfants dont elle a la charge ou la responsabilité. Alors, pour examiner cette histoire d'accompagnement des enfants, il est, je pense, nécessaire de placer les choses dans leur contexte. C'est quoi le contexte? Eh bien, c'est le contexte de la planète Terre. Évidemment, cette planète Terre, elle a plusieurs fonctions. Alors, on va dire trois fonctions principales. Une fonction d'école. Alors, quand on dit école, ça va de la maternelle à l'université. Une fonction de laboratoire, c'est-à-dire un lieu dans lequel se réalisent ou se conçoivent des expériences. Là, c'est pareil. Les expériences sont multiples, qui vont des expériences sur le corps, l'ingestion de nourriture, de boissons, de drogues, les expériences sur l'effort physique, sur la performance, les expériences relationnelles, les expériences de rencontres, de déplacements géographiques, des expériences sur les matériaux, sur l'usage que l'on peut faire des moyens qui nous sont mis à disposition sur Terre, et ça donc à l'infini. Donc ces expériences, elles sont possibles, disponibles pour l'entièreté de l'humanité sur Terre. Alors évidemment, tout le monde ne fait pas le même type d'expérience en fonction de la classe. On parlait de l'école, de la classe dans laquelle il se trouve. Il va de soi qu'un enfant ne fera pas les mêmes expériences peut-être qu'une personne de 30 ans, 40 ans, 70 ans, et inversement. Et aussi, vous avez effectivement des expériences qui, pour certains, se répètent ou se limitent dans une gamme de fréquences. C'est un certain type d'expérience qui perdure tout au long de la vie. Quant pour d'autres, eh bien, la Terre sert de lieu d'expérience, donc de laboratoire, pour expérimenter des situations, des mises en condition ou de déconditionnement de plus en plus élevées. Et puis, la Terre est aussi un atelier de création. Alors, atelier de création ou centre de production. Parce qu'il n'y a pas vraiment de création sur Terre, il n'y a que des transformations, rien n'apparaît depuis le néant. Mais sur Terre fourmillent des idées qui visent à transformer une chose en une autre. Alors ça peut être construire des bâtiments, construire des meubles, produire de l'art, des films, des médicaments, des armes à feu, produire des idées, des concepts qui vont impacter collectivement l'humain. Et donc dans cette création, en tout cas cette transformation, il y a en permanence des remises en question, des réévaluations. Alors ça peut être des systèmes économiques, des systèmes politiques, ça peut être des systèmes éducatifs qui, là, sont créés, sont inventés, sont transformés, et qui donc, on voit que ces trois fonctions-là principales sur Terre, eh bien, elles s'interpénètrent, elles sont en relation, elles s'additionnent, mais que un être humain n'est pas forcément à parts égales dans ces trois fonctions. Il y a des personnes qui sont davantage, on va dire, dans l'intégration de concepts qui sont plutôt une forme d'intériorité avec assez peu d'expérience, on va dire, dans la vie physique, dans les échanges, dans l'interaction. Vous avez des personnes qui sont davantage, effectivement, centrées sur l'expérience en tant que telle, faire plein de choses, avec plein de monde, tout le temps, avec peut-être une tentation à demeurer en surface et puis à vivre l'expérience que pour l'expérience, c'est-à-dire pour le mouvement émotionnel ou le pic hormonal que l'expérience peut susciter ou déclencher. Donc c'est une sorte
de quête d'adrénaline en quelque sorte. Et puis, il y a aussi cette possibilité dans cette fonction d'atelier de transformation, eh bien, pour certains, de demeurer dans cette identité de celui ou celle qui est un producteur, une productrice de choses. Alors, vous avez ceux qui vont inventer des voitures, des logiciels, des ordinateurs, des tenues, des vêtements, des musiques, plein de choses. Alors, avec une forte, de grands mouvements de l'intérieur vers l'extérieur, c'est-à-dire une sorte d'offrande à l'humanité de leur production. Et c'est une expérience, on va dire, qui sera limitée à ça. Vous avez effectivement, des artistes peintres ou des sculpteurs ou des chanteurs ou des architectes qui vont se concentrer exclusivement sur cette fonction-là, avec assez peu de mouvements intérieurs s'agissant d'une élévation de la sagesse ou du niveau de conscience. Et vous pouvez très bien avoir des gens qui sont d'éminents producteurs de biens et de services, mais qui pour autant sont assez détachés de la notion d'élévation de conscience, de sagesse, et qui ne voient pas ça comme une expérience, mais comme leur identité et leur manière d'interagir et d'être au monde. Alors, puisque un être humain ne se situe pas à parts égales dans ces trois fonctions que la Terre offre, propose, avant de se poser la question de savoir comment accompagner les enfants là présents actuellement sur Terre, il est nécessaire de se poser la question soi-même, de dire tiens, moi, dans cette planète Terre, quelles sont les fonctions que j'occupe le plus, quels sont les endroits dans lesquels je manifeste le plus mon unicité. Alors, là, c'est à chacun et chacune d'examiner la question, de voir. Mais évidemment, tout ça procède d'une connaissance de soi. Si vous êtes celui ou celle qui a depuis toujours obéi aux injonctions extérieures et fait ce qu'on lui a demandé de faire, qui a pensé comme ses aïeux, ou qui continue à penser ainsi que la masse pense, en tout cas la proximité humaine autour de soi pense, il peut être effectivement là difficile de se sentir là dans ces trois fonctions particulières et de déterminer avec justesse quels sont les secteurs les plus occupés. Alors, bien sûr, au cours d'une vie, cette occupation des fonctions est évolutive. Peut-être que dans le plus jeune âge, il y a davantage d'engouement à faire des choses, à manifester son énergie, à vouloir changer le monde en produisant de plus en plus de matière, en tout cas en transformant la matière dans un état à un autre, en quelque sorte, à révolutionner l'existant, à modifier les systèmes, les croyances, ainsi de suite. Et on observe que globalement, avec, on va dire, l'âge, avec l'expérience, avec peut-être le recul, il y a souvent un peu moins d'implication dans l'atelier de création, le centre de production, un peu plus peut-être d'intériorité, et puis en tout cas un regard qui se décale et qui va observer les jeunes. Alors là, peut-être aussi depuis cette deuxième fonction qui est celui de laboratoire, un peu comme regarder cette humanité au microscope, et qui peut être tenté de dire, en tout cas d'avoir un avis sur les jeunes d'aujourd'hui. Ça, c'est une chose qu'on entend souvent. Les jeunes d'aujourd'hui sont comme ceci, les jeunes d'aujourd'hui sont comme cela, moi de mon temps, c'était comme ci ou comme ça. Bon. Alors, si on inverse les choses et qu'on faisait dire ce qu'on appelle les jeunes d'aujourd'hui la même chose,
qu'il commençait à s'exprimer sur les personnes dites âgées, en disant « Ah, les vieux d'aujourd'hui sont comme ci, les vieux d'aujourd'hui sont comme ça, les vieux d'avant étaient mieux, ainsi de suite. » Bon, on trouverait ça complètement absurde. Et pourtant, il y a dans un grand nombre d'esprits humains l'idée forte de comparer une jeunesse, là, une tranche d'âge de l'humanité passée avec celle qu'on côtoie aujourd'hui. Donc, ces fameux jeunes de maintenant. Alors, d'une part, cette comparaison, elle est folle, puisqu'elle omet le changement permanent de décor, de mode de pensée, d'interaction, de forme relationnelle. Et en outre, elle suppose que les jeunes eh bien, sont une sorte de masse uniforme, indifférenciée. Il n'y a pas les jeunes comme il n'y a pas les vieux. Là, on parle d'accompagner les enfants. Alors, on va dire aussi qu'on éclaire un peu cette notion d'accompagner. C'est-à-dire quoi accompagner? Dans le sens premier, accompagner, ça veut dire manger le pain avec l'autre. Manger le pain avec l'autre. Donc, on voit qu'aujourd'hui, cette notion d'accompagnement, elle est pour le coup mangée à toutes les sauces. Et il y a l'accompagnement au changement, l'accompagnement proportionnel, vous pouvez être accompagné par votre avocat, votre banquier, accompagné par des coachs. Bref, l'accompagnement, il est multisectoriel. Bon, là, on parle de quoi quand on parle d'accompagner des enfants? Donc, d'être le compagnon ou la compagne, de tenir compagnie à des enfants. Qu'est-ce qu'on présuppose? Est-ce qu'on présuppose que ces enfants sont tous les mêmes et donc la manière de les accompagner, de leur tenir compagnie, eh bien, peut se décliner sur l'intégralité des enfants que l'on rencontre? Et en tant que parent, est-ce que je tiens compagnie ou j'accompagne mes 3 enfants, mes 2 enfants de la même manière? Est-ce que si je suis enseignant ou enseignante, je tiens compagnie aux 25 élèves de ma classe de la même manière? Est-ce que je considère que notre relation, elle est collective, elle est unique? Donc là, dans cet accompagnement, qui est un mot fourre-tout, bien évidemment, ça nous ramène à soi. Est-ce que dans cet accompagnement, j'ai intégré l'intégralité en tout cas, partie de ce que cette idée comporte, c'est-à-dire la notion de relation? Accompagner, c'est basé sur une relation qui existe dans le temps et dans l'espace. Alors quand je dis l'espace, c'est au sens large du terme, c'est-à-dire que lorsqu'on accompagne quelqu'un, c'est, il y a 3 possibilités, soit pour aller ensemble dans la même direction, soit c'est pour aller dans la direction que j'ai décidé de suivre et j'estime qu'en tant qu'accompagnant, il est juste pour l'intéresser, donc l'enfant en particulier, d'emprunter les pas que je vais lui indiquer. Ou alors, on est dans une relation et on avance ensemble, mais on ne sait pas trop dans quelle direction cela nous mène et on verra bien. Bon, alors, partant du principe que chaque enfant, comme chaque adulte, est différent, il faut là aussi en tout cas prendre le temps d'être en relation, d'entrer en relation avec l'enfant considéré, et puis d'essayer de sentir sur quelle fonction, des 3 fonctions principales que la Terre offre, eh bien l'enfant, dans le ici et maintenant, aspire à vivre, à exister. C'est pour ça que quand on pose la question à un enfant de, je sais pas quoi, de 10 ans, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? On lui demande là, de manière formelle, d'aller se rendre dans la fonction atelier de création ou centre de production, l'endroit où on manifeste les choses, et
on lui demande de décrire, là, dans cet endroit-là, qu'est-ce qu'il fait, quelle est sa production, quelle est sa manifestation. Mais si, à l'âge où la question est posée, cet enfant est davantage dans une appréhension intérieure, une compréhension progressive des mécanismes là, psychologiques, relationnels, et peut-être que toute son existence sera fondée sur une recherche, une quête intérieure de sens, de compréhension des lois universelles, allez lui infliger de répondre à la question « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» et tout sauf un accompagnement. Alors que pour d'autres qui sont là peut-être dans cette extraversion de la manifestation, ne pas leur poser la question ou ne pas les inviter à regarder dans cet espace fonctionnel de l'atelier de création, du centre de production, eh bien, les prive de tendre leur conscience vers cet endroit-là. Donc c'est en ça qu'il n'y a pas de règle générale. Chaque relation de l'adulte à l'enfant est unique et doit, avec le plus de subtilité possible, sentir, ou en tout cas permettre à l'enfant de se situer. Alors, effectivement, cette situation, elle est temporaire, mais de se situer dans les différentes sphères là d'existence offertes par la Terre. Donc, ça suppose que l'adulte qui entend accompagner avec justesse l'enfant, eh bien, lui-même se connaisse un minimum. Or, qu'est-ce qu'on observe? On observe que beaucoup d'adultes, pour connaissance d'eux-mêmes, n'ont que la somme de leurs expériences, cumulées les unes après les autres, qui semblent les définir, et ils vont en tirer des conséquences, des règles, et ils vont vouloir transmettre aux enfants le fruit de leur expérience, c'est-à-dire de leur apprentissage, en tout cas des conclusions qu'ils ont tirées, des situations de vie qu'ils ont expérimentées. Sauf que cette somme d'expériences, qui a son utilité pour la personne considérée, eh bien, n'a peut-être aucun sens pour l'enfant à qui cela est destiné. Vous avez des personnes qui, de manière réitérée, font l'expérience de la lutte dans la vie, du combat pour obtenir des choses, et c'est toujours difficile, ainsi de suite, et qui vont dire à leurs enfants, pensant bien les accompagner, tu sais mon fils, tu sais ma fille, la vie c'est un combat, la vie c'est dur, donc voici comment il faut faire, etc., si tu veux pas te faire écraser dans le monde, etc., etc. Bon. Et donc, évidemment, comme toujours, comme tout le temps, ça part d'une bonne intention, de l'accompagnant vis-à-vis de l'enfant. Mais si vous avez en face un enfant qui est déjà, dès son plus jeune âge, dans une démarche intérieure de quête d'unité, une quête de sens à mettre sur l'ensemble des interactions qu'il perçoit autour de lui, et de chercher à élever son regard au-dessus du chaos apparent que le monde donne à voir. Si là, l'adulte lui dit « mais je vais te décrire les choses », ça c'est un combat, et le seul moyen d'en sortir, c'est-à-dire de s'extraire de cela, c'est d'être un combattant, une combattante, d'être en lutte, etc. Alors, c'est peut-être vrai pour l'adulte qui en a fait son expérience, qui l'a réitéré et qui, par rapport à son système de croyance, eh bien, l'a validé. Mais accompagner un enfant, c'est reconnaître en lui son unicité. Et c'est pas parce que c'était vrai pour vous, telle expérience dans le couple, dans les études, dans la profession, ainsi de suite, que cela s'avérera vrai pour l'enfant considéré. Ça veut dire aussi que, en tant qu'adulte, il vous faut comme entrer dans la science de la différenciation. C'est cette capacité à déceler l'unicité en chaque être humain. Alors bien sûr que ça part de vous.
Si vous êtes en permanence dans la comparaison avec les autres, que font les autres, que pensent les autres, quelles sont leurs idées, leurs croyances, à quoi faut-il adhérer, de quoi faut-il avoir peur, il va de soi que vous ne pouvez accompagner personne, vous n'êtes même pas en compagnie de vous-même, de votre être profond. Donc pour accompagner avec justesse un enfant, il faut être en compagnie de soi, c'est-à-dire en relation avec soi de manière la plus fine possible. Puisqu'on dit que accompagner, c'est la relation dans le temps et dans l'espace. Ça veut dire qu'au quotidien, chaque fois que vous êtes hors de vous, en décalage avec vous-même, vous êtes en train d'être dans le déni de ce que vous êtes, de votre unicité, de votre nature profonde, pour obéir à soi-disant des injonctions extérieures, des demandes, des il faut que, ainsi de suite, et que vous êtes comme perdu. Perdu, c'est-à-dire que vous êtes dans un territoire qui vous est étranger, vous n'êtes pas sur votre socle, sur votre base, et vous suivez un cap, une direction qui semble vous être imposée de l'extérieur. Pourquoi tu fais ça? Parce que j'ai pas le choix, parce qu'on me demande ceci, si j'avais une baguette magique, je ferais autre chose, ainsi de suite. Donc, vous avez un très très grand nombre d'êtres humains sur Terre qui ne sont pas en compagnie d'eux-mêmes, qui sont pour leur propre conscience intérieure, de très mauvais accompagnants. Alors, est-ce que ces personnes-là côtoient des enfants? Évidemment, ils sont tous et toutes soit parents, soit oncles, tantes, coachs, entraîneurs, professeurs. Tôt ou tard, ils côtoient des enfants et du haut de leur âge plus élevé que celui de l'enfant, peuvent être tentés d'indiquer à l'enfant quelle est la juste direction à suivre. Soit pour s'éviter de trop souffrir, soit pour, en quelque sorte, se conformer à leur propre expérience. Donc, la nécessité est déjà soi-même de se dire, tiens, moi, dans ces trois fonctions que la Terre offre, celle de l'école, finalement, je suis en quelle classe? Est-ce que je suis encore là, dans cette réaction émotionnelle à tous les événements du quotidien, et c'est mon corps qui dirige mon existence avec là, ses hauts et ses bas? Est-ce que, ah non, là, je suis passé quand même à l'étage au-dessus, j'ai passé les strates de la révolte, de la révolution, de la rébellion, qui est, on va dire, l'âge adolescent, que j'ai pris ce recul suffisant, et que je me suis peut-être élevé dans une conscience des interactions collectives plus vastes, du sens du service des uns et des autres? Est-ce que j'ai goûté ou expérimenté ce qu'est ma propre unicité? Est-ce que je suis à ma place dans ce monde, en train d'accomplir, quel que soit l'un des trois cercles, l'endroit dans lequel j'accomplis cela? Ou est-ce que je suis moi-même complètement perdu, paumé dans le flou, et puis j'attends que le monde change pour qu'il s'adapte à mes besoins, à mes volontés, mes désirs, ainsi de suite. Et là, étant dans ce questionnement, cette analyse qui demande, qui exige de l'humilité, et non pas de l'expérience qui serait gage de sagesse, et bien là, à partir de ce moment-là, vous pouvez, comme par effet miroir, regarder les enfants autour de vous, et puis lire en eux, à l'instant où vous êtes en relation avec eux, à l'instant où vous êtes en leur compagnie, à l'instant où vous êtes en train de manger le pain à la même table, eh bien, vous êtes en capacité de percevoir là où ils se trouvent. Alors certains, encore une fois, se trouvent dans des espaces conjoints, c'est-à-dire à la fois dans l'école et puis dans le lieu, le laboratoire d'expérience. Alors,
assez peu dans le centre, on va dire, de production, même si en tant qu'enfant, on fait des choses, on monte des châteaux de cartes, des châteaux de sable, on veut peut-être construire des cabanes au fond du jardin, mais on n'en est pas encore à cette capacité responsable de produire à grande échelle des choses qui seraient observables par tous et toutes. Et donc, cette capacité qui vous est donnée là, en ayant identifié en vous-même les différents secteurs dans lesquels votre unicité eh bien, se manifeste, rayonne, vous devenez de plus en plus lucide quant à l'espace occupé par les enfants autour de vous. Alors, est-ce que c'est du cas par cas? Ben, évidemment. Évidemment que c'est du cas par cas. Si vous tombez dans le piège de l'accompagnement collectif, où, en quelque sorte, vous mettez tous et toutes dans le même panier, avec ce fameux « les jeunes d'aujourd'hui sont comme si, ils sont turbulents, et ils ne tiennent pas en place ». Ah, oui, certains, par rapport à d'autres c'est desquels vous les comparez, ou par rapport Mais, encore une fois, là, si vous êtes aujourd'hui en relation avec un certain type d'enfants manifestant un certain type de comportement, je vais dire, psychologique, c'est à vous de dire, tiens, de quelle manière cela s'articule en eux, et peut-être pourquoi semble-t-il aussi mal à l'aise dans l'espace de notre relation. Pourquoi ne parvenons-nous pas ensemble à manger le même pain, l'autre qui mange trop vite ou l'autre qui refuse de manger le pain? Et peut-être que... Pourquoi moi je leur impose ce pain? Peut-être leur trouve-t-il rassis, trop sec, ou trop dur, ou que sais-je, ou trop cuit? Donc, accompagner l'enfant n'est pas se soumettre à ses quatre volontés, c'est pas le sujet. C'est déjà percevoir, on va dire, la direction que son âme envisage, en tout cas dans cet espace-temps, lui faire prendre. Et vous devez aussi là être assez fin s'agissant des écarts de niveau de conscience, si je puis dire, entre les enfants. Et encore là, il n'y a aucun jugement à émettre, c'est ni mieux ni moins bien. Mais vous avez des enfants qui, à 4 ou 5 ans, ont une vision très claire, très lucide on va dire des liens de cause à effet sur Terre, quand des adultes de 40, 50 ans ont toujours l'impression d'être les perpétuelles victimes dans ce monde, que tout ce qui arrive est de la faute des autres, ainsi de suite. Donc là, si vous prenez un enfant pour un petit être qui ne comprend rien à rien, qui a besoin d'être guidé entre deux rails en fonction de l'expérience qui est la vôtre, ce n'est plus de l'accompagnement. Alors, cet accompagnement, évidemment, il suppose que vous n'alliez pas au-delà de vos 50%, c'est-à-dire que vous offrez ce que vous êtes, mais pour offrir ce que vous êtes, vous devez aussi accepter que l'autre, donc l'enfant en particulier, vous donne ce qu'il est. Et très souvent, dans cette relation d'adulte à enfant, eh bien, il y a une sorte d'imposition, d'injonction. Il y a un présupposé qui dit dans la tête de l'adulte « moi je sais », l'enfant ignore tout. Mais là, encore une fois, c'est confondre la forme, la petite taille et le développement, on va dire, psychologique ou mental de l'enfant, c'est confondre cette situation-là temporelle avec une sagesse qui, elle, est verticale, qui est en dehors du temps et de l'espace, et qui peut infuser en permanence eh bien, l'esprit de l'enfant considéré. Alors, c'est ça le paradoxe de l'adulte qui va répéter « oui, la vérité sort de la bouche des enfants », mais qui, lorsque cette vérité sort, eh bien, lui oppose une phase de non-recevoir, tu ne sais pas, c'est moi l'adulte, ainsi de suite. Là, toute la difficulté
dans l'accompagnement des enfants, c'est de se soulager de son expérience. Je veux dire, votre expérience, elle vous sert à vous. Elle vous sert à quoi, in fine? Non pas à vouloir transmettre le paquet aux enfants, mais l'expérience qu'on peut accumuler dans une non-existence, elle sert à dépoussiérer la conscience, elle sert à dépouiller la personnalité de ses phares, de ses masques, et ainsi de suite, pour, au final, quoi? Eh bien, c'est comme des coups de burin sur la gangue du diamant, c'est pour que vous puissiez rayonner votre nature profonde. Mais ça, c'est propre à chacun. Les coups de pioche qui attendent l'enfant qui est devant vous pour lui permettre, in fine, de rayonner sa nature profonde, ne sont pas les mêmes que les vôtres. Et que peut-être ils auront lieu dans un autre registre, d'une autre dimension. Mais si vous les privez par peur, par ceci, ben je suis un bon parent, une bonne mère, je veux pas que mon enfant fasse telle expérience, je veux lui éviter ça, moi je suis déjà passé par là, ce serait trop bête qu'il emprunte ou elle emprunte ce même chemin-là, vous allez partir du postulat que, en tant que bon parent expérimenté, vous savez ce qui est juste pour votre enfant et ce qui serait dommageable pour lui. Là, il est question d'avoir l'humilité, de se dire, en fait, je n'en sais rien. Qu'est-ce que je sais de ce que la vie réserve à mon fils, à ma fille, à mes élèves, et qui a pour fonction de venir, là, enlever cette pellicule qui masque leur identité profonde, et qui ensuite leur permettent de rayonner lorsqu'ils sont leur unicité. Alors, je ne suis pas en train de dire que de manière volontaire, vous les laissez sans surveillance à 5 ans en pleine rue parce que ils feront leur expérience. Là, encore une fois, vous appuyez sur le bon sens commun, sur une espèce de sagesse naturelle, mais n'allez pas au-delà quand je parle de ces 50%. Si vous transférez sur eux vos propres peurs et vos propres blessures expérientielles, comme on entend en permanence parfois des mères qui disent à leurs filles méfie-toi des hommes parce que les hommes sont ceci ou cela, ou des pères qui disent à leurs fils méfie-toi des femmes, elles vont ceci, elles ne n'auront que pour ton argent, que sais-je. Mais de quoi parle-t-on? Et donc là, il y a une espèce de volonté de transférer sur autrui des systèmes de pensée, des systèmes de croyance, des systèmes donc qui reposent sur la peur, sur la méfiance. Et la peur n'évite pas le danger. Et ce fameux danger dont il est question, le seul danger, c'est de se rater soi-même, de ne pas se tenir compagnie. Alors, vous savez qu'à l'âge adolescent, bien souvent, cet instinct de rébellion qui anime les enfants ou adolescents, eh bien, provient du fait d'un sentiment, là, d'incongruité entre ce que les parents tentent de leur inculquer et puis le chemin qu'ils sentent être appelés à emprunter. Alors, bien sûr que ça passe sur le mode réactionnel et souvent un peu violent, extraverti, mais ça procède très souvent d'une volonté de réalignement sur une vérité qui était là inscrite à l'intérieur. Alors, il n'y a pas d'école là pour être parent, pour être accompagnant. Vous savez, quand un être humain se retrouve face à des enfants, bien souvent, il peut se sentir démuni parce qu'il ne sait pas comment appréhender la relation. Il y a tout un poids derrière d'être un bon père, une bonne mère, un bon prof, tout ce qu'on veut. Et la peur de mal faire, la peur de faire des erreurs, la peur d'être jugé ou condamné comme étant un mauvais père ou une mauvaise mère parce que
l'enfant n'a pas des très bonnes notes à l'école, l'enfant ferait des bêtises, ou l'enfant, en tant qu'adulte, ne trouve pas sa place dans la société, dans le monde, etc., etc. Intime à beaucoup de parents, eh bien, d'orienter l'action de leurs enfants dans des directions qui sont en vérité, des voies de perdition. Alors, c'est éminemment complexe, parce qu'en plus, il n'y a pas deux fois la même situation. Vous avez, dans des familles, des parents qui ont 3 enfants, et si... D'ailleurs, souvent, ils disent, bah voilà, le premier, bon, c'est un peu dur, on a tâtonné, mais avec le second et le troisième, là, ça roulait comme sur des rails, on savait comment faire. Mais quelle folie! Comme si, là, c'était des numéros, des voitures qui sortent de l'usine, et on savait comment assembler les pièces et comment les mettre sur la route. Mais ils sont aussi différents que le sont chaque être humain. Alors, peut-être que pour leur donner à manger, changer les couches et l'organisation logistique de l'éducation, il y a des similitudes, mais ça s'arrête juste là. Et donc, dans cette idée, volonté d'accompagner les enfants, il y a d'abord, effectivement, cette nécessité d'être une totale reconnaissance de l'unicité de chaque enfant qui induit dans l'esprit de l'accompagnant, du père, de la mère, du tuteur, peu importe sa fonction officielle, eh bien, une adaptation à la relation. Sinon, il y a cette mécanique qui amène à, effectivement, ces conclusions, ou à sortir des aberrations du style « les jeunes d'aujourd'hui sont comme ça, ils ne veulent plus », comme si le monde n'avait pas bougé avec les années qui ont passé. Accompagner, c'est marcher avec, c'est tenir compagnie à, c'est manger le pain avec l'autre. Mais on sait en premier lieu que ça parle de soi, ça parle de se connaître. Alors, on peut se poser la question, suis-je suffisamment en proximité, en relation avec mon identité profonde pour accompagner l'autre, pour être en relation avec l'autre? Alors vous allez me dire, bien sûr, bah c'est trop tard, moi je suis une mère de 2 enfants, c'est trop tard pour me poser la question. Alors, il n'est jamais trop tard pour bien faire, comme on dit. Et là, vous êtes aujourd'hui, puisque la question se pose, comment accompagner les enfants de la manière la plus juste qui soit? Eh bien, on se dit, tiens, est-ce que je me tiens, moi, compagnie? On parle de manger du pain, manger le pain avec l'autre. Je veux dire, tiens, moi, si je me croisais dans la rue, avec un regard extérieur, est-ce que je voudrais m'arrêter, me poser sur un banc et manger du pain avec la personne que je suis? Est-ce que je voudrais que celui ou celle que les autres voient en moi, eh bien, m'accompagne sur la route, parte avec moi dans une direction, peut-être à l'aventure? Est-on pour soi-même de bonne compagnie? J'entends en permanence des commentaires, des gens qui disent « Ah, moi, je m'aime pas, je me supporte pas, je pense trop, je me fatigue, je n'ai pas confiance en moi, c'est-à-dire je ne me fie pas à ce que je ressens, je m'en veux tout le temps, je me sens coupable. » Bref, une cohabitation intérieure d'un juge, d'une victime, d'un bourreau, d'un malfaiteur, d'un discriminateur, d'une personne en souffrance, mais en même temps de quelqu'un qui voudrait un petit peu se venger. Il y a
tous ces personnages intérieurs qui se toisent mutuellement et qui détestent être ensemble. Et qui font tout pour ne pas se croiser, ne pas cohabiter, ne pas s'accompagner. Alors on peut là légitimement se dire, est-ce que ce faisant, on est en capacité là d'accompagner une jeune âme là dans un corps de 6, 7, 8, 15 ans de manière juste? Quel parent ose dire à son enfant, écoute, mon expérience ne vaut que pour elle-même, je ne me connais pas suffisamment pour te dire quel chemin toi tu dois emprunter. J'ai tenté de transcender mes expériences, mais je vois que j'ai encore énormément de charges dedans, j'ai encore de la culpabilité, j'ai encore du ressentiment, j'en veux encore mes propres parents de m'avoir accompagné ou éduqué de la manière dont ils l'ont fait. Alors, moi, vis-à-vis de toi, aujourd'hui, si je fais preuve d'humilité, je dois reconnaître que je ne me sens pas en capacité, là, tout de suite, de marcher avec toi dans la direction qui sera la tienne. La seule chose que je puisse t'inspirer de suivre, c'est ta propre vérité intérieure, ta propre guidance. Et la peur de passer pour un mauvais parent et la force de cet orgueil parental de l'adulte qui doit absolument savoir fait qu'on cherche réponse à tout, même quand il n'y a pas de réponse. Et de peur de ne pas répondre aux questionnements de l'enfant, on va peut-être souvent préférer lui indiquer une direction que soi-même on a empruntée, parce que a priori elle n'était pas trop mauvaise, même si on sait pertinemment que ce n'est pas la direction qui correspond à l'unicité de l'enfant. Mais il y a plein d'adages qui viennent soutenir en définitive cette sagesse de l'enfant. Et quand on dit dans le doute, abstiens-toi, eh bien, en tant qu'accompagnant, en tant que parent, il est sain de s'abstenir, de donner une guidance là, réputée éclairée à un enfant qui va se fonder sur elle pour son pas suivant. Eh bien, il est juste de s'abstenir. Alors, ça fait quoi de dire je ne sais pas à un enfant qui demande écoute, je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être que cette clarté me viendra, mais aujourd'hui, je ne sais pas. Et ça laissera beaucoup plus d'espace de respiration aux enfants actuels à qui on demande de se décider très tôt de leur avenir, de ce qu'ils vont faire, de la voie, de la filière, etc., qui est dans un monde qu'ils perçoivent comme totalement incertain et comme l'héritage des errements des adultes d'aujourd'hui. Il est là, je veux dire, presque urgent de se dire, bon, plutôt que de les pousser là vers un futur dans lequel ils doivent s'autodéterminer en fonction d'un présent qui n'a rien à voir avec le futur qu'ils vont rencontrer, ne serait-il pas plus juste, à la fois pour eux et pour nous, de revenir à un état d'humilité où on relâche la pression posée sur ces enfants. Il n'y a pas d'urgence à ce que ces enfants se déterminent dans le futur. Je veux dire, ça va donner quoi en plus? C'est cette fuite en avant dans laquelle l'humain s'est engagé là, dans ce dernier siècle, avec cette idée de si on prévoit les choses en avance, eh bien les choses vont bien se passer, on va avoir un pouvoir sur l'avenir. Mais regardez de quelle manière les choses se passent. Avec sans cesse des phrases ou des questions, qui aurait pu prédire ceci, si on avait pensé à cela, alors tout ceci devrait inviter à une grande humilité, s'agissant des adultes, s'agissant des personnes dites âgées, vis-à-vis des jeunes âmes qui viennent
là, de manière ultérieure sur Terre. Ça veut dire quoi venir de manière ultérieure? Eh bien, c'est comme une usine de voitures. Alors, la comparaison peut paraître triviale, mais c'est comme une usine de voitures. Les voitures qui sortaient de l'usine il y a 40 ans, eh bien, elles ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Elles avaient beaucoup moins d'organes de sécurité, elles étaient beaucoup moins fiables, elles consommaient beaucoup plus, elles polluaient, elles faisaient beaucoup plus de bruit, elles prenaient beaucoup moins en compte leur environnement et les passagers à l'intérieur. Bon. Et donc, la Terre, le centre de création de production, et effectivement d'école et puis de ce laboratoire, produit aujourd'hui des voitures qui sont peut-être plus performantes, qui consomment moins, qui sont plus respectueuses de l'environnement extérieur et intérieur, c'est-à-dire les passagers, ainsi de suite. Et donc ces voitures-là sont venues de manière ultérieure, elles apparaissent ultérieurement, avec une plus grande conscience de la relation entre le paysage, la route et le conducteur et les passagers. Eh bien, si on applique cette même innovation, ce même progrès aux âmes qui arrivent aujourd'hui, eh bien on se dit que peut-être dans cette usine à êtres humains, ceux qui sortent là actuellement des chaînes de montage sont plus pointus, plus perfectionnés, ont une vivacité, la conscience plus affirmée, et ainsi de suite. Alors plutôt que de leur prêter une ignorance, une indolence, une insouciance, une couardise et une paresse souvent qui là n'existait pas dans les temps précédents, peut-être serait-il infiniment plus judicieux de voir en eux des consciences qui viennent pour, dans les temps les plus courts, faire l'expérience de leur unicité, de leur identité profonde, indépendamment de ce que leurs parents, leurs aïeux ont mis en place, ainsi de suite. Et si ça avait tellement de valeur, ça avait tellement de sens, ce que les aînés ont installé sur Terre, je veux dire, ça se verrait, ça se saurait. Est-ce que c'est le message qui est transmis là aux jeunes générations par les gens plus âgés? Est-ce que le message qu'ils peuvent se transmettre aujourd'hui est « regardez le monde qu'on vous laisse, prenez exemple ». Regardez nos systèmes économiques, nos systèmes politiques, nos systèmes industriels. Prenez exemple. Est-ce que c'est valide? Est-ce que cela a du sens? Regardez effectivement la manière dont on a réparti les ressources. Regardez de quelle manière on a fait en sorte que les humains se rejoignent, se connaissent, interagissent. Est-ce que c'est là l'expérience collective des aînés par rapport aux enfants qui cherchent à être transmise? Donc là, encore une fois, il faut faire preuve d'humilité dans cette histoire d'accompagnement. Et se dire que peut-être la meilleure compagnie qu'on puisse leur faire à ces enfants, c'est une posture d'humilité et un exemple là, incarné, d'authenticité, d'unicité, qui est gage de la relation dans le temps et dans l'espace. Merci infiniment à toutes et à tous. Ce sera ma réponse à cette question sur l'accompagnement des enfants. Je vous dis à bientôt. Merci infiniment.